Bonjour à tous, c'est un grand plaisir pour moi de venir vous présenter le développement d'un test de sensibilité des bactéries aux phages et quelles sont les perspectives en santé publique. Et donc, au cours de ces prochaines minutes, en fait, je vais tout d'abord vous parler de qu'est-ce que c'est qu'un phage ou bactériophage utile en phagothérapie. C'est un concept qui n'est pas fréquemment utilisé. Et puis ensuite, je vous parlerai du contexte historico-politique de la phagothérapie, la notion de coévolution antagoniste, c'est-à-dire bactéries versus phage, la production d'un cocktail de phage à usage clinique, la mise au point d'un outil de mesure rapide de l'activité d'un phage sur une souche bactérienne en vue de son utilisation en routine de laboratoire. Pourquoi veut-on faire cela? Et ensuite, quelles sont les perspectives et limites en santé publique avant quelques mots de conclusion. Mais la première chose que je voulais faire avec vous, c'était d'abord remercier toutes les personnes qui ont été impliquées dans ce travail qui a été réalisé au sein du CR4 ici à l'école de santé publique, mais aussi au sein du LHUB, du laboratoire du LHUB. Pourquoi? Parce que l'école de santé publique ne bénéficie pas de toutes les infrastructures nécessaires pour faire ce type d'analyse. Et donc, vraiment, je voudrais principalement remercier Hussein Chadouk, qui a été des membres du CR4 et qui a été payé sur un fonds de recherche, Marie-Alain, mais également Valérie Obelbi, qui est un ingénieur, puis médecin, puis doctorant, spécialiste en biologie clinique, qui a travaillé beaucoup sur les phages et qui a participé à la réalisation de cette présentation. Afid Diama et Nathalie DeVos, qui sont deux technologues. Afid est un cadre scientifique qui travaille au laboratoire et qui s'occupe de tous les aspects pratiques, et Nathalie DeVos sur tous les aspects régulatoires. Et puis je voudrais remercier la société Besal Pharma, qui est notre partenaire industriel dans ce projet. Et donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un phage ou bactériophage utile en phagothérapie? On est en train de manger, donc un phage, qu'est-ce que c'est? C'est phagos, veut dire glouton. Et phagothérapie, la thérapie via quelque chose qui est glouton. Et donc, un phage, c'est un virus mangeur de bactéries. Et quel est l'intérêt d'avoir un phage? En fait, ça va nous permettre de lutter contre des infections bactériennes, ça nous permettra de guérir de certaines infections bactériennes et ça va nous permettre de lutter contre l'antibiorésistance, permettre de contrôler cette antibiorésistance. Alors, les phages ont été utilisés déjà au XXe siècle en biotechnologie et en biologie moléculaire, au niveau de traité Brenner dans le rôle de l'ADN et des cotons, et puis on a utilisé les phages comme vecteurs de clonage dans tout ce qui est génie génétique. On parle de phages utilisés comme banque d'ADN, et puis pour le séquençage du génome. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect agent antibactérien qui peut être utilisé en médecine humaine, phagothérapie, mais également en médecine vétérinaire comme conservateur alimentaire et en santé environnementale. Et donc, un phage, c'est un virus. Et donc, ce virus va être composé d'une tête, que vous voyez ici, la queue du virus. Et au niveau de ce virus, nous avons l'acide nucléique, c'est-à-dire le génome, tout le matériel génétique qui peut être ADN ou ARN. Là, je parlerai de phage ADNA pour la phagothérapie. Et ce phage va être entouré de protéines répétitives pour former la capside qui entoure ce matériel génétique. Et puis ensuite, vous avez ici l'espèce de harpon, la gaine contractile, les fibres caudales qui permettent au phage de s'accrocher à la cellule et venir injecter ce matériel génétique au sein du cytoplasme avant d'être répliqué et donner lieu à des protéines répétitives et à la formation de nouveaux phages. Et donc, les phages sont ubiquitaires, on les retrouve partout là où il y a des bactéries. On les retrouve dans les selles, dans l'eau d'égout, et globalement, on les retrouve partout sur Terre et ils sont très faciles à se procurer. Et les phages interagissent avec notre système immunitaire. On a une immunité adaptative
on coexiste avec les phages. Pourquoi? Parce que les phages sont des virus qui infectent les bactéries, et les bactéries nous colonisent ou nous infectent. Et donc, nous sommes en permanence en contact avec des phages, que ce soit au niveau de notre flore intestinale, flore cutanée, etc. Et donc, ici, vous voyez justement un phage qui vient infecter une cellule, un Escherichia coli, avec l'injection de son matériel génétique. Et donc, seuls les phages strictement liquides sont désirés en phagothérapie. Qu'est-ce que l'on voit? C'est que vous avez ici un phage qui vient s'attacher à la cellule. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire entrer son ADN. Cet ADN va soit s'intégrer dans l'ADN de la cellule qui l'infecte. Le virus va profiter de la réplication de l'ADN de la cellule hôte et profiter de la division cellulaire pour se multiplier. Et puis ensuite, ces virus, ces prophages, vont, suite à des mécanismes extérieurs, des assignations extérieures, induire un autre mécanisme qui sera la transcription du matériel génétique, la synthèse de protéines virales qui vont permettre l'assemblage des phages en intracellulaire et puis ensuite la lyse bactérienne et la libération de ces phages pour aller infecter d'autres bactéries. Et ce qui nous intéresse au niveau santé humaine et santé publique, ce sont les phages lytiques. Pourquoi? Parce qu'au final, elles lisent les bactéries, elles les détruisent. Et donc, quel est le contexte historico-politique? C'est une longue histoire. En 1896, Ernest Anquin voit qu'il y a quelque chose dans les eaux du Gange et de la Yamuna en Inde qui a une action antibactérienne marquée contre le choléra et peut passer à travers un fil de portionnel très fin. C'est la première fois qu'on décrit l'action d'un phage et donc l'action bactéricide des eaux de la Yamuna et du Gange sur le microbe du choléra. Donc ça, c'était en 1896. Donc, on a identifié une substance non identifiée, filtrable et sensible à la chaleur, qui réduit le titre de vibrio choléré en culture de laboratoire et donc pourrait limiter l'incidence des épidémies. À côté de cela, 1915, Frédéric Thorpe observe qu'il existe un petit agent qui infecte et tue les bactéries. Et on était en pleine Première Guerre mondiale. Et Frédéric Thorpe et Félix Herrel, l'anglais et le français, se rendent compte que, vraiment, on a des soldats qui sont dans les tranchées et qui ont la dysenterie à Shigella dysenterie, et que, globalement, on a isolé dans leur selle quelque chose qui leur permet de guérir de la dysenterie. Et donc, c'était les premières réflexions sur la phagothérapie. Et la thérapie par phage commence en 1919 grâce à un élève de Félix Herrel qui s'appelle Georges Eliava, qui est géorgien, et qui travaille sur les phages. Et donc, Georges Eliava va lancer un institut et il va lancer la phagothérapie. La phagothérapie devient un paradigme en microbiologie. 1919, hôpital des enfants malades à Paris, premier essai clinique de Félix Herrel, guérison de la dysenterie par ingestion de phages en 24 heures, de cette substance, de cette suspension. 1920, infection de la peau par staphylocoque, première publication. Régression suite aux injections de phages en 48 heures. Et puis 1927, prophylaxie à large échelle, premier usage en masse, épidémie de choléra en Inde enrayée en 48 heures au lieu des fameux 26 jours de quarantaine, d'isolement et de mise en œuvre de mesures de prévention. Donc ça, c'était l'âge d'or de la phagothérapie. Voilà. Ensuite, nous sommes ici en 1929, Fleming fait la première mention de la pénicilline, l'action d'un champignon
pénicillium sur des colonies de bactéries. Et donc, il a découvert quelque chose qui pouvait tuer, inhiber la croissance de certaines bactéries. Et donc, on a les États-Unis qui ont la pénicilline. À droite, on a l'URSS avec Georges Ebiam. Et donc, à ce moment-là, on est encore dans les années 30 et la pénicilline n'est pas encore commercialisée, ce sera bien plus tard, c'est dans les années 40. Et donc, on est dans l'âge d'or de la phagothérapie, mais il commence à y avoir des controverses scientifiques. Alors, on voit en France qu'il y a le futur labo, la société L'Oréal qui développe des bactériothérapies par phage, Lilly également, Antipole en Allemagne. Bref, l'intérêt pour les phages existe. Mais après, c'est l'opposition États-Unis, URSS, et ce que l'on voit globalement, c'est qu'au niveau de l'Ouest, on va commencer à utiliser les antibiotiques, mais les pays de l'Est ont moins accès aux antibiotiques. Et donc, ils continuent à utiliser la phagothérapie. Et développent ce fameux institut qui maintenant s'appelle l'Institut Eliaba, où des patients peuvent encore maintenant venir commander ou se faire traiter par phagothérapie. Avec l'arrivée des antibiotiques, arrive l'antibiorésistance. Quand Fleming reçoit son prix Nobel de médecine, il dit déjà « nous allons avoir des problèmes d'antibiorésistance » parce qu'il avait remarqué que des bactéries devenaient résistantes au traitement à la pénicilline. Donc c'était quelque chose qui était bien connu. Et actuellement, on estime que l'antibiothérapie va être responsable de près de 50 millions de décès chaque année, donc c'est-à-dire plus que les décès liés au cancer, et ça à l'horizon de 2050. Donc, l'OMS dit on a un problème, et quels sont les moyens pour lutter contre l'antibiorésistance? Soit ce sont les mesures de prévention au niveau de la population, mesures d'hygiène, le lavage des mains, la vaccination, essayer de contrôler l'utilisation des antibiotiques dans l'agriculture, le diagnostic rapide. Pourquoi? Parce que plus vous allez rapidement diagnostiquer une infection, plus vite vous pourrez traiter le patient et moins longtemps il sera contagieux à même de transmettre l'infection. La surveillance, de nouvelles thérapeutiques et aussi des collaborations internationales. Et dans les nouvelles thérapeutiques, nous avons la phagothérapie, le développement des probiotiques, la stimulation immune, des nouveaux peptides anti-infectieux ou des lysines qui agissent directement sur les bactéries. Et donc ici, ce qui m'intéresse, c'est la phagothérapie. Phagothérapie, pourquoi? Parce que globalement, on a une coévolution antagoniste. Donc, en fait, ce que l'on voit, c'est que les épidémies de choléra sont régulées par les phages. Donc, dans l'eau, vous avez des phages. Et qu'est-ce que vous avez? C'est que vous avez une coexistence. La bactérie est infectée par des phages, et donc, pour résister à l'infection et à la lyse due au phage, elle va muter, elle va évoluer pour devenir résistante. Mais si la bactérie devient résistante à l'infection du phage, le phage ne va plus pouvoir se multiplier, donc il doit muter à son tour. Et donc, ce que l'on a, c'est une coévolution en permanence. L'un s'adapte à l'autre. Voilà. Et donc, qu'est-ce que l'on voit, c'est que les épidémies saisonnières de choléra sont régulées par les phages. Dès qu'on a une explosion de Vibrio cholerae, les phages s'adaptent, vont trouver la faille chez les Vibrio cholerae, hop, ça redescend et ça remonte. C'est vraiment une régulation comme ça. Et en plus, certains phages vont conférer une certaine toxicité. Les toxines de choléra peuvent être ont été médiées suite à l'interaction évolutive avec certains phages. Et donc, la phagothérapie. Phagothérapie au moment de l'ère soviétique.
Globalement, qu'est-ce que c'était? C'était, on donnait un échantillon de liquide, une substance qui contenait un phage, et puis, au cours du temps, on rajoutait un second phage qu'on avait trouvé dans l'environnement, et un troisième en disant ça va fonctionner sur la bactérie qui affecte le patient, en se disant que et ceci après avoir identifié le phage qui fonctionne. Et donc, ici, on est sur plusieurs années au développement d'un cocktail de phages, c'est-à-dire dans la même solution, il y a plusieurs types de phages. Et vous voyez ces différents cocktails qui vont être formés. Mais la question, c'est de savoir, est-ce qu'on doit changer de cocktail tous les 6 mois, tous les ans? Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que la bactérie va devenir résistante au phage. Donc, à un moment, il faut changer de cocktail. Et la question, c'est quand faut-il le faire? Et pour cela, ce que l'on a vu, c'est que, globalement, ici, vous avez, c'est un petit peu technique, mais vous avez ici une colonie, une gélose nutritive, sur lequel on a ensemencé une bactérie. Et puis, on a rajouté une goutte de phage contenant une solution phagique, d'un phage. Et si ce phage agit sur la bactérie, vous voyez des trous, comme ceci. Et en fait, là, vous avez différentes concentrations de phage dans chacune des gouttes. Et donc, en fonction de l'action du phage, de son pouvoir antibactérien, plus ce pouvoir est important, plus la concentration de phage nécessaire pour inhiber la croissance de la bactérie sera faible. Et donc, ici, on arrive à exprimer la capacité d'action du phage en parlant de titre du phage en plaque form unique, c'est-à-dire les petits trous, le nombre de petites plaques que vous avez sur la boîte de Petri. Et donc, ici, en fait, par rapport à des souches bactériennes de référence, on va avoir différents phages que l'on va mesurer l'efficacité de ce phage par rapport à une souche bactérienne, etc. Et donc, quand on isole un phage dans la nature, on va comparer son efficacité aux souches de référence. Et donc, ça, c'est la mesure de l'efficacité de phagique. Et donc, l'idée ici, c'est de dire, voilà, on sait que les phages coexistent avec les bactéries. Et donc, ce que l'on fait ici, vous avez une souche bactérienne dans laquelle on va mettre un phage à différentes concentrations. Et puis, on va laisser incuber pendant 24 heures. Et si le phage a fonctionné, eh ben, vous allez avoir des puits avec une certaine lisse, puits jaune ici, et on va récupérer ces phages et on va le remettre sur une autre souche bactérienne. Comme ça, en fait, ce que l'on fait, c'est entraîner le phage. On va sélectionner les phages les plus actifs sur la bactérie qui nous intéresse. Et donc, ça nous permet de faire quoi? Ça nous permet de faire une thérapie phagique personnalisée. C'est-à-dire que, et ça c'est le modèle belge, c'est qu'on va prendre différents phages qui ont été entraînés sur la souche bactérienne correspondante. Et donc on profite de la coévolution. Ça va? Alors, le problème c'est que la thérapie par phage, en fait, était liée à la réglementation sur le médicament. Vous connaissez tous les process de développement de médicaments dans lesquels on doit suivre différentes phases, phase 1 d'évaluation, phase 2 sur un petit nombre de sujets. Et donc, comme moi je vous parle d'utiliser un être vivant, pseudo-vivant, parce que c'est un virus, pour infecter un être vivant, une bactérie, qui infecte un troisième être vivant, un humain, ça pose un problème en termes de développement. Pourquoi? Parce que le virus évolue, la bactérie évolue, et nous évoluons aussi. Et donc, on était face à un problème dans le développement des phages. Et comment ça s'appelle encore
ministre de la Santé, libéral. Allez, on redit ça en fois maintenant. Maggie de Bloch, voilà. Qu'a fait Maggie de Bloch? Elle a sorti la phagothérapie de la réglementation du médicament. Elle a dit que c'était une préparation magistrale qui est sous la responsabilité du pharmacien, et donc ça ne rentre plus dans la législation du médicament. Et donc, qu'est-ce que l'on peut faire? C'est sélectionner les phages qui sont utiles pour traiter le patient, et ensuite, ça devient une préparation magistrale. Et ça, l'hôpital militaire est devenu spécialiste dans ce type de préparation. Et donc, la question, c'est de dire, voilà, pour s'assurer que la phagothérapie fonctionne pour mon patient, je dois avoir un test simple qui permet de donner un résultat rapide au niveau du laboratoire. Et donc, qu'est-ce que l'on a fait? En fait, on a eu un partenariat École de santé publique avec la société Vesal Bioscience, un partenariat qui nous a permis d'avoir un financement de la région Wallonne pour développer un outil qui permet de déterminer la sensibilité d'une bactérie à tel ou tel phage. Comme au sein de l'école de santé publique, on ne possède pas toutes les infrastructures pour le faire, on a fait ce développement dans le laboratoire du LHU. Et donc, qu'a-t-on fait? En fait, ici, vous avez les trois méthodes de référence dont je vous parlais. Le spot test, la double relais méthode, qui est globalement plus ou moins la même chose, et la méthode en bouillon que je vous montrais juste avant. Et donc, en fait, ces trois méthodes sont des méthodes de référence qui prennent environ 48 à 72 heures et qui donnent des informations complémentaires sur l'efficacité du phage sur la bactérie. Et donc, le but, c'était d'être capable de trouver un outil qui permette d'intégrer ces trois informations pour donner un résultat entendable pour le clinicien ou le chercheur. Pourquoi? Parce que si vous voulez faire des études cliniques sur l'efficacité des phages, il faut être sûr que le phage que vous administrez au sujet, humain ou animal, fonctionne sur la bactérie concernée. Et donc, ce qu'on a développé, c'est un phagogramme qui donne un résultat en 2 heures et pas en 48 heures. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un a une infection sévère, il faut le traiter rapidement, sinon il décède. Ça, c'est la réalité. Et donc, on a travaillé sur la luciférine, luciférase. Globalement, je vous disais tout à l'heure que lorsque votre phage infectait une bactérie, qu'est-ce qu'il faisait? Il la lisait. Quand on lise une bactérie, qu'est-ce qui se passe? Là, on relâche une certaine quantité de protéines, mais aussi d'ADN. On a décidé de jouer sur cette quantité d'ADN. En fait, d'ADN et d'ATP, pardon. Et donc, la luciférine, luciférase, la luciférine va réagir avec l'ATP et va entraîner une émission de lumière en transformant l'ATP en AMP. Et donc, on a une réaction luminescente. Et donc, qu'a-t-on fait? En gros, on a une sorte de suspension bactérienne, on rajoute le phage va entraîner une lyse, une perte une lyse bactérienne et une libération d'ATP. Je rajoute la luciférine, luciférase, donc le substrat est l'enzyme, et à ce moment-là, j'ai une émission lumière. Et donc, cette émission lumière va être un témoin de la lyse bactérienne. Et donc, en faisant cela, ça nous a permis d'avoir un automate qui permet en 2 heures de déterminer si une bactérie est sensible à un phage. Alors, maintenant, la poursuite du projet, c'est une validation de l'automate que l'on a développé à grande échelle, donc dans 5 laboratoires européens, donc 3 en Allemagne, 2 en France, sur certaines souches, parce qu'on a testé Escherichia coli, Staph aureus, Pseudomonas et encore Klebsiella,
pour voir la sensibilité, la spécificité, la reproductibilité, ça vous connaissez, histoire de pouvoir ensuite certifier cet automate et le commercialiser. Pourquoi? Pour améliorer la prise en charge de la lutte contre l'antibiorésistance. Donc, lutte contre l'antibiorésistance, mais 10 millions de morts chaque année, plus que le cancer en 2050. Vous voyez une autre façon de voir les choses. Le 14 mars 2020, on était à 121 000 décès depuis le début de l'épidémie. Et là, on est à 10 millions de décès liés à l'antibiorésistance. Surtout dans les pays à faible et moyen revenu. Et donc, la question, c'est l'antibiorésistance va nous ramener à l'ère pré-antibiotique. C'est-à-dire que vous allez avoir une péritonite, une appendicite, on ne saura pas vous opérer parce que vous risquez d'avoir une surinfection. La problématique de transplantation, de soins intensifs, d'infections sévères, sepsis néonatale est compromis. Donc on est face à un problème. Alors là, je m'excuse parce que ce sont des dias qui sont un petit peu choquants, que j'ai repris de Maya Ites, mais qui démontrent bien l'intérêt pour les phages. Et donc, il y a eu des attentats de Bruxelles. Attentats de Bruxelles. Une jeune femme de 31 ans a été amenée aux urgences, au service des urgences d'Erasme. Pourquoi? Parce qu'elle était en arrêt cardiaque, elle était avec un choc hypovolémique avec plein de plaies suite aux attentats, suite aux bombes. Cette personne a fait des complications extrêmement importantes et avec une nécrose musculaire, une surinfection fungique. Et donc, elle a été on lui a enlevé la rate, on lui a enlevé l'estomac, on a dû la traiter de façon extrêmement lourde au niveau antibiotique. Et vous voyez ici après 169 jours d'hospitalisation, vous voyez encore beaucoup de pus qui sortent des différents tissus cutanés. À jour 170, donc vous voyez combien de temps elle est à l'hôpital, on a encore énormément d'échantillons positifs avec du Klebsiella, du Staphylocoque doré, du Mycobacterium. Et donc, cette patiente allait très très mal. Après 700 jours d'hospitalisation, elle est restée 2 ans à l'hôpital, décidé de la traiter par phagothérapie. Donc, on a reçu, du moins, Maya Ites et son équipe ont reçu des phages de l'Institut Eliavia en géologie. Ça a été vérifié et purifié à l'hôpital royal militaire. Il y a eu une chirurgie de débridement, donc on débride, on nettoie, etc. Et à la fin de la chirurgie, on lui a mis un cathéter avec un cocktail de phages, plus un cocktail de phages que vous voyez ici, plus au jour 710, on a stoppé le méropenem et on a changé le traitement antibiotique. Et qu'a-t-on eu? Jour 806, c'est la première fois que les cultures étaient négatives après 800 jours d'hospitalisation. Et ça, c'était la clé qui s'est clairement améliorée. On a pu lui enlever ses fixateurs externes, etc. Et donc, ça, c'est une des utilisations des phages. Alors, les utilisations des phages permettent de traiter des infections chroniques, des infections multirésistantes, soit en monothérapie, seulement les phages, ou alors ce que l'on se dit, c'est que c'est très très bien en adjuvant. Pourquoi? Parce que schématiquement, quand vous avez une bactérie qui est mise face à un antibiotique, elle va développer des mécanismes de résistance contre cet antibiotique. Si on lui met des phages en plus, la bactérie va devoir, entre guillemets, faire un choix. Je me défends contre les phages, contre les antibiotiques. Et donc, schématiquement, l'énergie qu'elle va utiliser pour se défendre contre les phages va la rendre à nouveau sensible ou plus sensible aux antibiotiques auxquels elle était résistante auparavant. Et donc, l'un arrive comme adjuvant pour l'autre.
ça, c'était pour le traitement au niveau humain. Et puis, vous voyez ici l'utilisation de la phagothérapie dans d'autres thématiques. Ce sera, par exemple, au niveau de tout ce qui est maladie des plantes, bactérienne des plantes, mais aussi dans l'industrie alimentaire. Pourquoi? Pour éviter la surinfection ou la contamination de certains aliments suite à du bacillus, à du staphylocoque, etc. Ou alors, on peut aussi le traiter en médecine vétérinaire, j'y reviendrai, mais on réfléchit à l'utilisation de la phagothérapie aussi pour réduire la charge bactérienne de certaines bactéries qui émettent énormément de méthane et donc lutter contre le réchauffement climatique grâce à la phagothérapie. Ça, c'est un des points qui est en train d'être réfléchi. Et donc, exemple de l'utilisation des phages dans l'industrie alimentaire, eh ben, soit on utilise les phages dans le contrôle des pathogènes au niveau de la volaille. Au lieu de donner des antibiotiques dans ces élevages, on va leur donner des phages. Dans le biocontrôle, pour éviter justement que les germes, qu'il y ait une surcontamination des germes, ou alors dans la biopréservation, pour justement poursuivre permettre éviter la pullulation de bactéries qui vont impacter les aliments. Donc ça, c'est une des thématiques de recherche et d'utilisation. L'autre thématique, c'est ici. Vous avez la volaille qui est colonisée par le campylobactère, qui est la première cause de gastroentérite bactérienne dans les pays industrialisés. Donc, la première cause de diarrhée que vous avez au niveau bactérien, c'est le campylobactère. Puis, ce sont les salmonelles. Et alors, chez nous, ça c'est moins important. Donc, quand vous consommez de la viande, du poulet mal cuite, et quand mange-t-on du poulet mal cuit en été? Pourquoi? Les barbecues. D'habitude, qui fait le barbecue? Ce sont les hommes qui, pour une fois, font à manger. Et donc, ils disent, j'arrive, je vais m'occuper. En plus, ils cross-contaminent la planche avec le poulet mal cuit, avec la salade. Et donc, c'est un enfer. Et donc, clairement, le poulet est mal cuit est responsable de gastroentérite. Et on a des pics chaque année, en été, de campylobacteriose. Et l'utilisation des phages, donc donner une suspension d'eau contenant des phages contre salmonelle, campylome et Escherichia coli est un moyen de diminuer l'infection de ce poulet, et donc la colonisation, et donc diminuer l'infection humaine à campylobacter, et donc l'utilisation d'antibiotiques. Il me manque une... hop. Afficher, c'est où? En bas. Voilà. À côté de cela, vous avez aussi... Je dois repartager. Je dois repartager? Ouais, en tout cas, distance en bas. On revoit maintenant? Non. Tu as cliqué sur la fenêtre. Fenêtre. Ah oui, c'est tout. Oui, Ouais, c'est bon? On revoit maintenant? Oui. Oui. Ok. Désolé. Donc, une autre problématique au niveau de la médecine vétérinaire et de la médecine d'élevage, c'est les mastites au niveau des mamelles des vaches, des petites vaches,
Pourquoi et ça entraîne une perte de production de lait et voire des contaminations. Et donc, jusqu'à présent, ce qu'on donnait principalement au bétail, aux vaches qui souffraient de mastite, c'était des antibiotiques, pénicilline, amoxicilline, céphalosporine, encore des céphalosporines ou de la flunicide. Donc des antibiotiques qu'on utilise en médecine humaine, donc qui contribuent à l'émergence de résistance. Et donc maintenant, il existe des traitements basés sur des cocktails de phages qui permettent le traitement de mastite à staphylocoque doré, que vous voyez ici, mais à staphylocoque doré qui peuvent être résistants à la méticilline, mais également de sensibilité intermédiaire à la vancomycine. Et donc, ce traitement par phage a prouvé son efficacité pour lutter contre ces mastites et donc préserver nos antibiotiques. Et puis, le dernier point, c'est que jusqu'à présent, je vous ai montré les phages comme étant quelque chose de formidable, mais croire pour les phages comme pour croire qu'un médicament n'a pas d'effets secondaires, c'est comme croire en Saint-Nicolas. Ça n'existe pas. Et donc, je vous ai montré toutes les applications de la phagothérapie, que ce soit au niveau humain, que ce soit bioengineering, au niveau du contrôle vétérinaire. On peut aussi parler d'enlever les biofilms, c'est-à-dire les films, lorsque vous avez une infection bactérienne sur une surface, ou sur une surface cutanée ou sur une prothèse, eh ben, les bactéries ont tendance à générer un tissu fibreux qui les protège, et donc qui les protège de l'action du système immunitaire, mais également de l'action des antibiotiques. Et donc les phages pourraient travailler également sur ces biofilms. Et donc, ça, c'est tous les côtés positifs. Mais ce que l'on a vu aussi, c'est que les phages pourraient avoir un rôle dans la transmission de gènes de résistance. Pourquoi? Parce que je vous avais montré tout à l'heure qu'on avait des phages qui étaient lysogéniques et puis qui passent en phase lytique, c'est-à-dire qu'ils incorporaient leur ADN dans le génome de la cellule qu'ils infectent, donc la bactérie. Et donc, les phages, en fait, ont contribué à l'évolution des espèces. Et donc, les phages pourraient très bien transmettre certains gènes de résistance ou certains gènes de virulence d'une bactérie à l'autre. Et raison pour laquelle cette notion de transmission d'informations est très problématique. Et donc, en conclusion, l'utilisation de ces ciliarésides d'antibiotiques a entraîné une crise de résistance aux antimicrobiens. Les bactériophages sont apparus comme une alternative légitime aux agents antibactériens avec un large éventail d'applications, comme je vous l'ai montré. Cependant, et c'est là-dessus que je voudrais insister, le potentiel de certains bactériophages à contribuer à l'acquisition, au maintien et à la dissémination de gènes de résistance ou de virulence est préoccupant. Et c'est là-dessus qu'on doit travailler. Avec le phagogramme, on va pouvoir faire des études environnementales en disant, voilà, je prends l'eau qui se trouve à la sortie d'Erasme, ou les eaux d'effluents, et je vais tester les phages qui sont présents dans ces eaux pour voir s'ils seraient actifs sur des bactéries isolées de patients hospitalisés Erasme, parce qu'on est dans le même environnement, mais ensuite, il faudra voir si l'infection de ces bactéries avec ces phages ne va pas favoriser la transmission de gènes de résistance d'une bactérie à l'autre. Et donc, on est vraiment au début d'une nouvelle ère de contrôle. À côté de cela, on peut aussi l'utiliser dans le biocontrôle de la santé environnementale, par exemple les épidémies de choléra. Est-ce que l'utilisation de phages ne permettrait pas d'être un agent adjuvant permettant de décontaminer en partie l'eau? Est-ce qu'on ne peut pas aussi l'utiliser dans la médecine de transformation des aliments, etc., mais également en médecine, et de plus en plus en médecine, on utilise de façon ponctuelle les phages
pour des traitements d'infections chroniques difficilement soignables. Et donc, pour conclure, je voudrais vous remercier d'avoir assisté à ce séminaire et remercier encore une fois tous les gens qui m'entourent, que ce soit ici à l'École de santé publique ou à l'HUB, et qui me permettent de faire ce qui me plaît, à la fois de la santé publique et de la microbiologie, et continuer à jouer avec tous ces petits microbes. Merci à tous. Oui. J'aimerais bien savoir du traitement et du test aussi. Quelle est la question de Alors, pour le moment, on est encore en expérimental, c'est-à-dire que pour le test, on ne sait pas, mais il y a tout un business plan qui est en train d'être fait, notamment avec Vesal Pharma, pour dire, voilà, cet automate permettrait, on le mettrait de façon, entre guillemets, gratuite, pour favoriser l'utilisation de la phagothérapie. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que le coût du traitement n'a pas encore été bien défini, mais grâce à l'équipe de Magali Pearson, en fait, ce que l'on a réussi à estimer, c'est déjà le coût des infections nosocomiales, des septicémies, donc des infections du sang, nosocomiales, donc acquises à l'hôpital, liées aux germes multirésistants. Et comme ça nous permet d'avoir une estimation que si on parvient à traiter ces patients, et donc éviter soit une augmentation de la durée de séjour, soit une surmortalité, soit simplement l'utilisation de thérapeutiques lourdes, que ce soit en termes d'antibiotiques, mais autres, eh ben, ça nous permet d'avoir une idée de à combien pourrait être vendu ce traitement, ou quel serait le bénéfice pour la santé publique. C'est une étude coût-efficacité, en fait, qu'il faudrait, quoi. Pour faire simple, oui. Mais pour faire l'étude coût-efficacité, en fait, qu'est-ce qui nous manque? C'est d'avoir un outil sain qui permet de dire ce que je donne est efficace. Et jusqu'à présent, on n'y est pas du tout. C'est vraiment ça l'enjeu. Et c'est vrai pour l'efficacité thérapeutique, mais aussi simplement se dire, voilà, si je vous donne des phages, est-ce que ton système immunitaire ne va pas immédiatement développer des anticorps contre ces phages? Parce que c'est un agent étranger. Et donc, on doit vraiment avoir des études solides d'évaluation de la thérapeutique en phase préliminaire, et puis ensuite, comme tu le dis, en co-efficacité. Et il y a différentes pistes. On pourrait très bien imaginer d'instiller des phages au niveau nasal pour décoloniser les patients avec du MRSA. Et quel serait le bénéfice? Et en plus, les phages, comme ils ont tendance à se multiplier, on pourrait aussi imaginer que ces phages se multiplient et se transmettent d'un patient à l'autre, parce qu'ils profitent du staphylocoque qu'ils infectent. Et donc on est vraiment aux prémices, mais c'est extrêmement, intellectuellement, c'est très très intéressant, et c'est essayer de recadrer ce que les Russes, les pays de l'Est font depuis des années, la thérapie par phage, mais qui a été mise en œuvre sans avoir les standards occidentaux en termes de validation, etc. Moi, j'ai pas mal de questions, mais parce que j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça il y a une bonne dizaine d'années, et je me dis pourquoi est-ce que ça ne se développe pas vu le fardeau de l'antibiorésistance qu'on annonce déjà depuis longtemps. Est-ce qu'il y a un problème les firmes pharmaceutiques s'y intéressent pas plus que ça, comme un peu les nouveaux antibiotiques, où on n'a pas de nouveaux antibiotiques qui arrivent, ou c'est d'autres... Mais c'est déjà au niveau régulatoire, parce que en fait, maintenant c'est en train de changer, mais la Belgique était une exception en disant, voilà, on donne des antibiotiques, des phages sous forme de préparation magistrale. Les autres pays européens, au départ, disaient que c'était la régulation du médicament. Et donc, avant de donner un médicament, tu dois passer tous les steps de développement. Et comme on est face à des micro-organismes qui évoluent tout le temps, il y a toujours une guerre en retard. Ce qu'il y a aussi, c'est que il faut des moyens pour développer cette phagothérapie. Et on est, pour le moment, vraiment dans une logique d'histoire de chasse. C'est-à-dire qu'on va chercher à l'Institut Eliava quelques phages pour des thérapeutiques qui sont
pour des patients qui sont bien particuliers. On aura l'histoire, ça c'était Nicolas qui m'avait parlé de ça, c'était un enfant qui avait été chez son médecin généraliste, et le médecin généraliste dit oui, ce n'est qu'une entorse, et en fait il avait une ostéite, et finalement il a fait une ostéomyélite, et il a failli être amputé. Et donc, ça ne répondait pas aux antibiotiques, et donc ils l'ont traité par page, et ils ont réussi à sauver une partie de sa jambe, si je me rappelle bien. Ou alors, des infections urinaires chroniques, où on va cibler la patiente en disant, voilà, elle est infectée chroniquement avec tel gène, eh ben, on va lui donner de la phagothérapie. Mais c'est vraiment, on est dans la notion de médecine personnalisée. Par contre, sur quoi travaillent les firmes, ce sont les IMI. En fait, je te montrais ici sur la dia, ici, non, pardon. Donc, en fait, les phages produisent des enzymes qui vont dégrader la bactérie, ou vont la lyser, etc. Et donc, les firmes pharmaceutiques ont tendance aussi à essayer de prendre ces extraits pour voir si donner ces extraits comme médicaments pourraient être des nouveaux antibactériens. Parce qu'en fait, c'est vrai que moi j'ai toujours dû utiliser et les administrer dans les hôpitaux académiques pour les cas très compliqués, une transplantation hépatique qui est compliquée. Et c'est vrai que tu as donné l'exemple d'une appendicite et de la péritonite, et je me dis, est-ce qu'on arrivera un jour quand même à ça pour une affection plus banale, arriver à donner des phages, c'est surtout ça. Je pense que oui. En fait, je suis convaincu que oui, mais il faut la rigueur dans l'évaluation. Pour le moment, en fait, on n'est pas certain que quand tu donnes un cocktail de phages, ce cocktail soit réellement efficace sur la bactérie. Et donc, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tu ne sais pas si ça ne marche pas parce que la bactérie était intrinsèquement résistante à ce phage ou parce que ton système immunitaire a éliminé les phages, etc. Et donc, c'est vraiment le fondement, c'était de parvenir à développer ce phagogramme. Une fois qu'on a cela, on peut aller beaucoup plus loin. Et ce phagogramme est quelque chose d'assez open, il est ouvert, on pourra mettre n'importe quel phage avec n'importe quelle bactérie. Le tout, c'est avoir accès à ce phage. Mais les phages, on les trouve partout. On les trouve partout. Et donc il faut d'abord voir si le phage est actif sur la bactérie. Et puis après, la problématique, c'est ce que fait l'hôpital militaire, c'est-à-dire préparer le phage pour que ça... Donc ici, c'est tout ce flux-là qui est embêtant. Parce que tu dois isoler le phage, vérifier qu'il ne fonctionne pas, et ensuite tu dois le purifier, le stériliser. Pourquoi? Parce qu'un phage, typiquement, si tu prends un phage qui infecte une bactérie gram-négative, eh ben, on a tout ce qui est les endotoxines, donc la paroi bactérienne du bassin gram-négatif qui peut entraîner un choc septique. Donc une des questions, c'était de dire, voilà, si je prends des phages qui actifs sur des grammes négatifs et que je les purifie mal et que je les donne à mon patient, je risque de donner des endotoxines et que le patient développe un choc septique. Et donc, on est vraiment dans ça. Un autre truc, moi, sur lequel on réfléchit, c'est, en fait, à partir d'un moment, on est face à une coévolution. Je suis convaincu, mais c'est du feeling, je ne l'ai pas encore prouvé, que les phages qu'on va devoir utiliser en Belgique ne correspondront pas aux phages qu'on va utiliser à Bukavu ou qu'on utilisera à New York. Pourquoi? Parce qu'ils sont adaptés en fonction de leur environnement. Et donc, c'est pour ça qu'il faudrait faire l'étude environnementale ici à Erasme pour voir justement les profils de phagiques par rapport à l'écologie bactérienne d'Erasme. Ou Saint-Pierre et Matador. Oui? Je vous remercie pour le brillant exposé. Moi, je m'intéresse particulièrement au choléra, puisque vous en avez parlé. L'OMS actuellement donne une conférence sur l'antibiorésistance au choléra. Donc, vous avez dit on peut utiliser en adjuvant l'antibiothérapie et la thérapie par phage. Par exemple, dans les cas d'épidémie à choléra, comme ça actuellement en Afrique, l'eau qui est contaminée, c'est beaucoup plus
des lieux de résidence. Si on doit donner l'antibiothérapie, qui est même déjà très, enfin, il y a déjà beaucoup d'antibiorésistance, l'antibiothérapie et le traitement durant par phage, est-ce qu'on va privilégier le milieu hospitalier pour donner les phages, ou bien on va privilégier Alors, pour le choléra, donc là, quand j'ai dit traitement adjuvant, ce n'était pas pour le choléra. En fait, pour le choléra, ce que l'utilisation de phages permettrait de réduire la charge bactérienne de l'eau contaminée avec le choléra. Et puis ensuite, ça permet ensuite de faire d'autres traitements, que ce soit le charbon de bois ou des choses comme ça, ou la chloration, pour diminuer réellement cette charge, rendre l'eau potable. Par rapport au traitement individuel du choléra, le traitement individuel se base principalement sur la réhydratation orale. Si la personne est incapable de prendre de l'eau, ce sera intraveineux, mais c'est surtout oral pour renverser les pompes au niveau des interocites. Et parfois, on donne des antibiotiques, mais on ne le donne pas systématiquement. J'ai répondu à la question? Oui, vous avez répondu à la question, mais je reviens avec ça. Ça va. Oui? Mais toujours sur le choléra, moi j'ai pas mal d'étudiants qui viennent de pays africains ou d'Haïti qui ont fait des protocoles de recherche et autres sur le choléra. J'ai jamais vu les résultats de ce qu'ils ont montré, mais ça avait l'air quand même des problématiques complexes qui reviennent sans arrêt. Et il n'y en a jamais un qui m'a dit chez nous on a résolu en 2 jours, et a montré que pourtant dans certains contextes, grâce à ça, on arrive à réduire la période d'épidémie de manière drastique. Est-ce que c'est un peu une recommandation et ça se fait dans le monde quand il y a choléra, on amène ça sur le Non, tapis? non. Ça a juste été fait quelques fois, mais c'est pas oui, ça a été rapporté au début du XXe siècle. Oui, c'est ça, début du XXe siècle, mais pour le choléra, en fait, je me rappelle de Prudence Mitangala qui a fait l'école de santé publique ici et qui travaille pour ULB Coopération qui est basée à Goma. Et j'étais là-bas, en 2003, j'étais là-bas juste après l'éruption du volcan Nyiragongo. Et en fait, on a surveillé les foyers de choléra. Et quand même, on en avait régulièrement. Et puis bon, ici, en fait, les gens vont se ravitailler, ils prenaient de l'eau au niveau du lac Kivu, qui était contaminé avec du vibrio choléraire. Donc il y avait des postes de chloration, et qui étaient ouverts entre 8h et 18h. Et personne n'aime faire la file, donc les gens venaient avant 8h et allaient prendre de l'eau dans le lac. Et donc, il a fallu progressivement ouvrir l'offre, parce que c'est ça, l'offre de chloration, de désinfection de l'eau, de traitement de l'eau, pour que la population n'ait plus envie de la court-circuiter pour aller chercher de l'eau. Ça, c'est une chose. L'autre point, par rapport à Haïti, ça c'était un autre point. Haïti, il y a toute l'insécurité, et puis il y a aussi eu le choléra est arrivé à Haïti après le tremblement de terre. C'était pas la population, et ça c'est Ezra Barazilé qui travaille pour le CDC, qui l'a bien montré. En fait, c'était les Peace Corps, donc non pas les Peace Corps, les casques bleus du Bangladesh qui sont arrivés avec le choléra en Haïti et qui ont transmis l'infection. Et l'infection, pour les épidémies de choléra, c'est toujours la même chose. C'est surpopulation, moins bonne hygiène et un manque d'accès à de l'eau potable. Et alors, on a tous les éléments pour que l'éclosion d'épidémies, promiscuité, transmission. Du coup, depuis 1920, là où ils ont montré que ça avait réduit l'épidémie à 2 jours, ça n'a jamais été testé. À ma connaissance, on n'a jamais utilisé la phagothérapie dans le contrôle du choléra à large échelle. Pourquoi? Parce que déjà, on ne sait pas très bien qu'est-ce qui marche et comment ça marche. Et puis, on est quand même des Occidentaux et
Et la phagothérapie, elle a été oubliée pendant 80 ans parce qu'on avait les antibiotiques et que c'était un truc fait par les pays de l'Est à moitié sous-développé et qu'on ne comprenait pas rien. Et quand on lit, et là je le dis de façon caricaturale, et quand on lit la littérature sur les phages, en fait, merci DeepL et Google Translate parce que tout est en russe, en polonais, etc. Et donc, mais ils ont fait des travaux très très intéressants. Oui. En termes d'effets secondaires, vous avez mentionné qu'il y a la transmission de gènes de résistance. Possible. Oui. Il y a un d'autres effets secondaires, comme par exemple ce qu'on voit avec les médicaments. D'autres effets secondaires, c'est déjà le fait de stimuler une réaction immunitaire. Et là, il y a toujours la question, qu'est-ce qu'il en est par rapport aux maladies auto-immunes? Et puis, avoir des phages qui sont pas suffisamment bien purifiés et le risque des chocs toxiques. Ah. Non, vas-y, attends, est-ce que je crois... Olivier, tu peux peut-être enlever le partage d'écran aussi. De quoi? Arrêtez le partage. Oui. Et il y a aussi une question à distance. Voilà, on va essayer de faire. Je ne suis pas le meilleur. J'arrête le partage, voilà. Conversation. Voilà. Donc, il n'est pas possible d'avoir des phages à large spectre comme les antibiotiques. Je vous entends dire que les phages sont spécifiques à chaque environnement. Donc, ça implique d'instaurer des cellules de phage pour chaque environnement donné. Pas tout à fait. Pas tout à fait. En fait, quand on fait une évaluation des phages, en fait, on fait aussi une évaluation de la gamme d'hôtes, c'est-à-dire quelles sont les espèces bactériennes qui vont être ciblées par le phage. Et donc, on a aussi des phages à plus large spectre, mais par contre, pour moi, c'est vraiment la coévolution, c'est-à-dire que les bactéries d'un endroit coévoluent avec les phages de cet endroit, etc. Donc, on pourrait, comme les antibiotiques empiriques, avoir des phages empiriques. Oui, mais basés sur ce qui circule chez toi. Bien sûr. Ouais. Mais Oui. comme le phage, en fait, la bactérie résiste au phage. Donc après, le phage, ça réadapte. Ouais. Est-ce qu'on garde une espèce de banque avec tous ces phages? C'est ça, c'est tout à fait ça. Et alors, ce que l'on fait, c'est entraîner le phage. Donc, c'est ça qui est intellectuellement génial, c'est que tu t'adaptes. Et donc, on pourrait très bien imaginer, et voilà, j'ai un patient qui est infecté avec un Pseudomonas aeruginosa, parce que c'est donc un germe que l'on retrouve dans l'eau, qui est généralement multirésistant, qui fait des infections de plaies, qu'on retrouve principalement chez les grands brûlés, ou les mucoviscidosiques, etc. Et donc, on va le traiter par phage. Et puis ensuite, à un moment, il y aura un Pseudomonas qui va devenir résistant à ces phages. Et donc, tu vas reprendre les phages et le Pseudomonas, et tu vas essayer de stimuler le phage pour qu'il redevienne actif. Et donc, c'est vraiment entraîner le phage pour qu'il sélectionne celui qui va devenir de plus en plus actif dessus. Voilà, la voie d'administration, tu as parlé qu'on pouvait... On l'a en topique, on en a déjà donné en intraveineuse, on a déjà réfléchi aussi au niveau aérosol. Par exemple, on a travaillé avec l'équipe de l'hôpital militaire, parce que c'est eux qui ont commencé ça justement pour le Pseudomonas aeruginosa, sur certains phages qui seraient actifs sur la tuberculose, ce Mycobacterium tuberculosis. Et donc on pourrait très bien dire, voilà, on fait des traitements aérosols. Parce que dans le cas de la jeune femme avec son mastélite, quand même, elle est traitée en profondeur. Mais là, elle était opérée et on l'a rincée. C'est ce qu'on fait aussi. Hein. C'est rincé avec énormément de liquide. Il n'y a pas besoin après de remettre une dose un peu de fond. C'est pour ça qu'elle était en cothérapie avec des antibiotiques. Un autre point, c'était, on parle de transplantation fécale. Donc, pour les colites à Clostridium difficile. Donc, le Clostridium difficile, c'est un gène anaérobie.
et donc on va dire, qui va prendre le dessus sur la flore intestinale quand vous êtes traité par antibiotiques. Et donc, à ce moment-là, d'autres antibiotiques se révèlent parfois inefficaces. Donc, moi, j'étais à Amsterdam quand on a commencé à faire ce traitement, de prendre le contenu fécal d'un proche et de le transplanter. C'est-à-dire, transplanter, pour faire clair, c'est on met une sonde naso-duodénale et on fait passer du caca, il faut dire les choses comme elles sont, jusque dans le duodénal. Et ensuite, on rétablit la flore normale. Eh ben, il y avait des questions qui avaient été posées qui étaient très malines. C'est-à-dire, voilà, le Clostridium est un germe anaérobie, la flore intestinale basse, c'est anaérobie, mais vous sortez les selles et vous êtes en aérobiose. Et ensuite, vous allez le réinjecter au patient, nous allons le remettre, mais vous êtes passé par le stress aérobique. Et donc, comment ça peut marcher? À l'époque, personne n'avait vraiment une question. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'on fait des LISA de transplantation, c'est-à-dire qu'on ne transplante plus des bactéries et tout le contenu fécal, on prend une espèce de filtrat. Et en fait, on se demande si ce qu'on ne transplante pas, ce ne sont pas des phages qui permettent d'attaquer Et puis, la dernière discussion que j'ai eue ce week-end sur la phagothérapie, c'était pour améliorer le vin aussi. Pour éviter toutes les... Ça, d'un point de vue santé publique, je ne suis pas sûr que ça soit super bon. Mais j'ai hésité à le dire. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui? Est-ce qu'on a eu à cette date un échec du traitement? Oui, bien sûr. Mais l'échec, c'est soit la voie d'administration, soit de donner des phages qui ne fonctionnent pas, soit ton système immunitaire qui a éliminé les phages, ou autre chose. Oh oui. Clairement. Plus de questions? Ben, merci à tous, merci à ceux qui étaient à distance, et je pense que ça a été enregistré, donc il faut le revoir. Merci, bon après-midi à tous. Merci, monsieur.